Alors même que ces messieurs du Conseil législatif débattent d'une question qui aurait dû être réglée depuis longtemps, les canons tonnent dans cette Europe une fois de plus engagée dans un massacre. Le conflit va vite déborder ce seul continent et embraser la terre entière. En attendant, les troupes allemandes ont envahi le Danemark et la Norvège. On ne sait pas encore si la neutralité de la Suède sera respectée. Les Alliés se sont portés au secours des Scandinaves, mais ce n'est qu'une question de temps avant que l'offensive de Hitler ne soit couronnée d'un éclatant succès. Le Canada, à la suite de la Grande-Bretagne, est en guerre aussi. Ici, certains produits de consommation ne sont pas encore des denrées rares. Ainsi, la boulangerie Pain Suprême fait tirer des bas de soie au sort parmi ses clientes les plus fidèles. Des jeunes Canadiens sont déjà morts au combat, d'autres se préparent à partir. D'autres encore se livrent à des guerres de mots, comme cet étudiant en droit du nom de Jean Drapeau qui vient d'être élu président de la Société des débats de l'Université de Montréal. Le soldat Lucien Godbout, lui, ne partira pas pour le front. Ce vétéran de la Première Guerre mondiale, enrôlé de nouveau, est mort prosaïquement dans un accident de la route au cœur de Montréal. On ne lui fera pas moins des funérailles militaires. Le combat le plus difficile et le plus spectaculaire mené par les femmes occidentales a été celui du droit de vote. En fait, l'égalité politique des femmes n'a été acquise qu'au terme d'une bataille héroïque. Durant tout le 18e siècle, les penseurs politiques échafaudent de nouvelles théories du pouvoir qui représentent vraiment une révolution dans la compréhension du pouvoir. Jusqu'à cette époque-là, le pouvoir était vu comme venant de Dieu, donc un pouvoir venu d'en haut, et c'est pourquoi on avait surtout des régimes monarchiques ou aristocratiques ou différentes formes de régimes oligarchiques. Avec la pensée politique du 18e siècle, va se mettre en place une nouvelle pensée qui dit que le pouvoir appartient au peuple et que par conséquent, les institutions démocratiques doivent permettre aux individus d'exercer leur choix pour savoir qui va les gouverner. Les femmes ne peuvent pas être des citoyennes. Et on présente comme absolument antinomique le statut de mère et de citoyen. Une femme ne peut pas être citoyenne, elle ne peut être que mère de citoyen. Il y a une certaine logique qui justifie ça. C'est, par exemple, le service militaire. Les femmes ne font pas l'armée. Et le droit civil qui rend l'épouse complètement dépendante de son mari. Et par conséquent, on considère qu'elle ne peut pas avoir d'opinion différente de celle de son mari. Par conséquent, dès la Révolution française, en France, les femmes sont exclues des assemblées publiques, du pouvoir politique. Elles n'ont pas le droit de se réunir et on dissout tous les clubs de femmes qui s'étaient formés au moment de la Révolution française. Et bientôt, les femmes commencent à prendre conscience que l'absence de suffrage est une lacune considérable et elles se mettent à revendiquer pour avoir, entre autres, le droit de vote. Les premières revendications pour le droit de vote sont très anciennes. Aux États-Unis, cela date de 1848. En France aussi. En Angleterre, c'est un peu plus tardif, autour de 1865. Et à la faveur de cette revendication du droit de vote, vont se mettre en place les premières associations du droit des femmes, qu'on n'appelle pas encore féministes, parce que le mot n'est pas encore inventé. Et l'agenda de ces groupes de femmes, à cette époque-là, est très large. Parce que leur analyse de la situation leur montre que si elles n'ont pas le droit de vote, si elles n'ont pas le droit d'étudier, si elles n'ont pas le droit d'exercer des professions comme la médecine, le droit, le génie, le travail social, elles ne pourront pas changer le monde dans lequel elles vivent. Et finalement, dans la grande majorité des pays du monde occidental, se mettent en place des mouvements de revendication féministes et qui mettent au premier plan de leur agenda la revendication du droit de vote des femmes. Jusqu'à ce que Mme Pankhurst, la grande féministe anglaise, crée le mouvement des suffragettes, qui va faire la une des journaux presque quotidiennement, qui va organiser des manifestations, même avoir recours parfois à une certaine forme de violence, comme par exemple briser des vitres ou renverser des boîtes de courrier ou s'enchaîner sur les grilles de murs, etc., parce que la police leur demande de circuler, elles ne peuvent pas circuler parce qu'elles sont enchaînées, etc. Et ces femmes-là vont être arrêtées, vont être mises en prison. Une fois qu'elles sont en prison, elles font la grève de la faim, on les gave, et finalement, quand elles sont à l'article de la mort, on les libère. Dès qu'elles ont repris du mieux, elles retournent manifester, on les retourne en prison. Et finalement, en 1913, le mouvement prend une ampleur sans précédent
surtout à la suite du suicide d'une féministe qui, pour la cause du vote des femmes, s'est jetée sous les chevaux d'une course célèbre en Angleterre. C'est Emily Davidson qui va mourir de ses blessures et son enterrement va donner lieu à une manifestation monstre. Pendant ce temps-là, aux États-Unis, il y aura également un mouvement suffragiste extrêmement puissant. Mais aux États-Unis, c'est la Constitution américaine qui rend l'obtention du vote si difficile. Il faut l'avoir d'abord à la Chambre des représentants, ensuite il faut l'avoir au Sénat, et ensuite il faut présenter un amendement à la Constitution. Et pour cela, il faut que les 2/3 des États acceptent le droit de vote. C'est donc un combat qui est très, très, très long. Le premier pays à reconnaître aux femmes le droit de voter a été la Nouvelle-Zélande en 1893, qui fut suivi de l'Australie en 1902 et de la Finlande en 1906. Suivent la Norvège en 1913, puis le Danemark et l'Irlande en 1915. Et dans certains États de l'Ouest, comme par exemple au Wyoming, au Colorado, en Californie, au Montana, on accorde le droit de vote aux femmes. Ce qui correspond, dans le fond, à ce moment-là, ces États sont des États pionniers, c'est le Far West. C'est un peu la même situation qui se produit en Australie et en Nouvelle-Zélande. Et c'est pourquoi, dans ces fronts de pays pionniers, on est plus porté à accorder le droit de vote aux femmes parce qu'on sait qu'on a besoin des femmes pour faire fonctionner les pays. Toutefois, le droit de vote au niveau fédéral ne sera pas accordé aux Américaines avant 1920. En Angleterre, cela se fera plus tôt. En 1918, on accorde le droit de vote aux femmes de plus de 30 ans. 10 ans plus tard, il sera étendu à toutes. L'apport des femmes à la production de guerre va faire basculer le cours des choses. Les hommes partis au front, les femmes assument des fonctions de responsabilité et de décision dans tous les secteurs. On sait que la guerre de 14-18 a posé une accalmie dans cette lutte pour le suffrage des femmes et que c'est d'ailleurs à la fin de la guerre qu'il a été accordé à un très grand nombre de pays. Mais il est arrivé aussi, durant la guerre de 14-18, un événement majeur, qui était la Révolution russe. La Révolution russe, c'était la menace d'un parti communiste international et il y avait des partis communistes puissants dans la majorité des pays européens. C'est à ce moment-là que le pape Benoît XV lui-même a changé son fusil d'épaule et est devenu favorable au droit de vote dans l'expectative d'un vote présumé conservateur des femmes qui retarderait l'arrivée au pouvoir d'un parti communiste. Et d'ailleurs, lorsque les Françaises vont l'obtenir en 1944, c'est le général de Gaulle qui va le leur donner dans cette assemblée consultative d'Alger qu'il met sur pied en prévision de la victoire des Alliés. C'est dans l'idée bien arrêtée que les Françaises ayant le droit de vote, les communistes seront probablement moins nombreux à être élus au Parlement. La période 1790 à 1848 est aussi marquée dans le Bas-Canada, comme s'appelait le Québec à ce moment-là, par des débats autour du droit de vote des femmes. À partir de 1790, plusieurs élections sont très, très chaudement contestées. Et là-dedans, on trouve qu'il y a plusieurs femmes qui votent en tant que propriétaires. Qui sont-elles? Il semble, historiquement, ce sont surtout les femmes qui ont certains biens et donc disproportionnellement des femmes anglophones dans les villes et qui soutiennent le parti du gouvernement. C'est une des raisons pour lesquelles le Parti canadien, le Parti des Patriotes, avec Louis-Joseph Papineau en tête, veulent retirer le droit de vote aux femmes. Et l'Assemblée, qui contrôlait, a passé une motion dans ce sens en 1834. Cependant, on aimerait bien penser que c'était juste peut-être le problème politique qui dictait l'opinion de M. Papineau. Cependant, on a des lettres qui subsistent entre lui et sa femme. Il reprochait à sa propre femme de trop s'inspirer du contrat social de Rousseau et pas assez de Saint-Paul qui disait aux femmes d'obéir à leur mari. Donc, dans le cas de M. Papineau, je pense que sa politique et ses convictions privées allaient un peu dans le même sens. Et pour rendre l'affaire plus nette, en 1848, sous le nouveau Parlement du Canada uni, on a passé une loi qui carrément défendait aux femmes de voter. Donc, il n'y avait plus d'ambiguïté. Alors, propriétaire ou non, elles n'avaient pas le droit de voter dans les élections provinciales entre 1848 et 1940. Cette exclusion des femmes du droit de vote sera inscrite dans la Constitution du Dominion du Canada.
Évidemment, le Canada, étant voisin des États-Unis, une colonie britannique, un pays d'obédience britannique, ne pouvait pas faire autrement que d'être très influencé par les féministes américaines et anglaises. La première association suffragiste canadienne a été fondée en 1882 à Toronto et elle a été portée par un grand nombre d'associations au Canada. La véritable campagne pour le droit de vote au Canada, elle a vraiment commencé avec l'année 1913, où, à ce moment-là, les suffragistes canadiennes, entre autres Nellie McClung et toutes ses collègues des provinces de l'Ouest, ont multiplié les démarches. Marie-Gérin Lajoie, c'était ce qu'on appelait autrefois les bourgeois éclairés. C'était vraiment une personne qui avait tout pour être une intellectuelle de grande envergure, qui n'a pas pu se déployer, vu l'époque, à cet égard-là, mais qui avait déjà publié en 1902 un petit traité de droit usuel à l'usage des femmes et qui avait été approuvé et mis à l'étude dans toutes les écoles du Québec, même les écoles anglaises en avaient fait une traduction. C'est dire que c'était une femme qui, dans sa démarche féministe, était tout à fait convaincue que les femmes devaient avoir le droit de vote parce qu'elles poursuivaient des objectifs qui avaient besoin du droit de vote pour être servies. Elles étaient, par exemple, très impliquées dans tout ce mouvement nord-américain qu'on a appelé le mouvement de la réforme urbaine. Elles s'intéressaient beaucoup à la salubrité publique. Vous savez que Montréal, à l'époque de Marie-Gérin Lajoie, était la deuxième capitale au monde pour la mortalité infantile. Donc, les femmes qui étaient regroupées dans des organismes féministes, comme Marie-Gérin Lajoie, qui avait fondé en 1907 la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste avec Caroline Béhic, c'était des femmes qui voulaient que les choses changent et qui militaient au niveau municipal. Et vous savez qu'au niveau municipal, les femmes propriétaires qui étaient veuves ou célibataires pouvaient voter depuis 1892. Marie-Gérin Lajoie est une rassembleuse. Elle a des idées avancées et elle est ce qu'on pourrait appeler une féministe réformiste. Elle veut réformer les institutions. Et pas seulement les institutions, elle veut réformer, je dirais, l'ordre social. De sorte que Marie-Gérin Lajoie en a été amenée à fonder le Comité pour le suffrage féminin. Et c'est un comité qui s'est activé beaucoup à persuader l'opinion publique. Et on sait que Mme Pankhurst, la grande suffragette anglaise, qui était connue à travers le monde, c'était un personnage d'échelle internationale. Quand elle vient à Montréal juste avant la Première Guerre mondiale, elle est reçue par le doyen de la faculté de droit de l'Université McGill. Elle est reçue en grande cérémonie des élites montréalaises, surtout anglophones, et elle procède de là ailleurs au Canada, en Ontario, et notamment dans l'Ouest canadien, où est prise cette photo. Sur les marches de la maison de Mme McClung, Emily Murphy était une femme de l'Alberta, très active dans les mouvements de réforme et qui était nommée, autour de l'époque de la Première Guerre mondiale, la première femme magistrat dans l'Empire britannique, qui était tout un honneur pour l'époque. C'est dans l'Ouest canadien que le droit de vote a été accordé pour la première fois en 1916, en Manitoba, et les autres provinces de l'Ouest pendant la Première Guerre. En 1917, l'Albertaine Louise McKinney devient la première femme à être élue à une assemblée législative canadienne. Cet élargissement du droit de vote au provincial crée des pressions en faveur d'un changement au niveau fédéral. En 1917, pleine crise de la guerre, pleine crise de la conscription. Un gouvernement fédéral qui voulait se faire réélire sur une politique de conscription, sachant qu'il y avait bien du monde qui était contre. Alors, ils se sont dit, tiens, si on avait certaines femmes, pas toutes les femmes, mais certaines femmes. La loi des électeurs militaires donne le droit de vote à tous les membres des forces armées, y compris les femmes et les soldats de moins de 21 ans. Une deuxième loi, la loi des élections en temps de guerre, accorde le droit de vote aux proches parentes des personnes servant dans les forces armées, ce qui gonfle les listes électorales canadiennes de quelques 500 000 noms. Partout au pays, on vote Borden, à l'exception du Québec où seulement 2 de ses partisans sont élus, contre 62 députés libéraux. Dès l'année suivante, emporté dans sa propre dynamique, le gouvernement Borden présente un projet de loi sur le suffrage universel des femmes. Toutes les Canadiennes auraient ainsi le droit de vote.
L'élection générale de 1921 est la première à laquelle tous les Canadiens et Canadiennes de 21 ans et plus peuvent participer. Il y a des femmes qui se présentent dès 21, la première élection fédérale où toutes les femmes votent. Et il y a une femme qui est élue. C'est Agnes MacPhail, une ontarienne, qui a été la première députée et elle l'a été dès le début des années 1920. Ces avancées des suffragettes canadiennes ne passent pas inaperçues au Québec où l'on se veut à l'abri du féminisme. La coupe déborde en 1918 à l'annonce de l'initiative du gouvernement Borden. Henri Bourassa, l'idole des Québécois de sa génération, monte aux barricades dans le journal qu'il a fondé 8 ans plus tôt. Pour lui, la femme électeur engendrera la femme homme, le monstre répugnant qui tuera la femme mère et la femme femme. Toutes les élites politiques, intellectuelles et religieuses de l'époque, on pense toujours à l'Église, mais c'était l'ensemble de ces élites, refusaient absolument le droit de vote des femmes. Le féminisme était vu comme une dangereuse importation protestante et on voulait conserver le caractère catholique, français, religieux de la province de Québec. En janvier 1922, l'idée a fait suffisamment de chemin pour que des députés acceptent de la présenter au Parlement québécois. Dans une lettre confidentielle au premier ministre Louis-Alexandre Taschereau, au pouvoir depuis 2 ans à peine, l'épiscopat québécois fait connaître son opposition formelle au suffrage féminin. Elles étaient allées, 400 d'entre elles, rencontrer le premier ministre Taschereau, qui les avait renvoyées à leur casserole, très péremptoirement. Donc, les laïcs, comme Taschereau, comme les politiciens, disaient « Mais vous voyez, les évêques ne veulent pas, et nous, on est des bons chrétiens, donc on fait comme nos évêques. » Alors qu'au fond, eux aussi avaient leur propre sentiment de misogynie. Ils étaient très contents de renvoyer l'ascenseur aux évêques. Voyant cela, elle décide d'aller frapper à Rome, à la grande porte à Rome. Et comme il se trouvait qu'il y avait en 1922 un grand congrès mondial de toutes les ligues féminines internationales et qu'elle devait s'y rendre pour représenter les femmes de la province de Québec, elle a profité de l'occasion pour demander une audience au pape. Mais le pape ne s'est pas dérangé. Il a envoyé simplement un secrétaire pour écouter les doléances de Marie-Gérin-Lajoie, pour expliquer ses arguments et tout ça. Et ensuite, il est revenu avec la réponse du pape que rien dans l'enseignement de l'Église ne s'opposait à ce que les femmes votent sur le plan doctrinal. Il n'y avait pas d'opposition doctrinale à ce que les femmes exercent leur droit de vote, pas plus dans la province de Québec que dans les autres pays. Mais lorsqu'est venu le moment de coucher cette belle parole par écrit, on a ajouté une petite note à l'attention des évêques de la province de Québec en disant qu'on laissait l'épiscopat de la province de Québec le soin de déterminer le moment opportun où les Québécoises pourraient voter. Marie-Gérin-Lajoie est rentrée de Rome complètement bouleversée parce que c'était une féministe, mais c'était aussi une chrétienne convaincue. Donc, pour elle, c'était une rebuffade et c'était, si vous voulez, le combat de sa vie qui s'effondrait. Et elle a démissionné à la fois de la présidence de la Fédération nationale Saint-Jean-Baptiste et du comité provincial pour le suffrage féminin. On peut dire aussi qu'au plan personnel, c'est une femme qui a été brisée. Madame Gérin-Lajoie s'est retirée à partir de 1922-23 de la lutte féministe et elle a cédé le flambeau à celles qui l'ont suivie. Il y en a 2. Entre en scène Thérèse Casgrain, plus jeune que Madame Gérin-Lajoie. Donc, il y a une question de génération dans ça. Et elle n'a pas foi aux yeux devant qui que ce soit. Famille libérale, riche, bourgeoise. À une élection, son mari était malade et c'était elle qui avait fait la campagne électorale de son mari. Et il a remporté ces élections. Elle avait tenu à ce que son association, la Ligue des droits de la femme, qu'il n'y ait pas d'aumônier, parce qu'elle savait qu'avec un aumônier, ça ne servait à rien, on n'aurait pas le droit de vote. En même temps, entre en jeu mademoiselle Idola Saint-Jean, qui vient d'une autre classe complètement, et il semble, c'est pas très clair, mais il semble qu'il y a une certaine rivalité, un groupe de bourgeoises qui vont faire d'une certaine façon, et une groupe de, plutôt des travailleuses, qui vont travailler autrement. Idola Saint-Jean, qui était un professeur de littérature et de diction à l'Université McGill, était une célibataire. Et elle, je dirais qu'elle a vraiment attiré toutes les critiques de la société contre le féminisme, parce qu'elle était célibataire. Et pourtant, Idola Saint-Jean avait des idées beaucoup plus avancées que Thérèse Casgrain. Elle croyait beaucoup au principe de l'égalité et elle avait une conception de la justice beaucoup plus large
Mme Casgrain, pendant 20 ans, tout près, début des années 20 jusqu'à 1940, va diriger un pèlerinage annuel à Québec sur le droit de vote des femmes. On va présenter un bill, un député ami va présenter un bill pour le droit de vote des femmes. Tantôt, c'est un conservateur, tantôt, c'est un libéral. Et puis, c'est toujours repoussé. Lorsqu'elle avait été voir le président, le premier ministre, M. Tachereau, qui lui avait refusé le droit de vote, pour le remercier, elle avait envoyé une gerbe de roses. Les gens disaient, qu'est-ce que c'est que cette affaire-là? Mais elle, c'était sa manière à elle. Elle était extrêmement féminine et elle était, en général, assez bien acceptée, même si elle avait souvent des idées assez révolutionnaires. Et il faut dire que le passage du régime Tachereau au régime Duplessis ne changera absolument rien à la ligne du gouvernement par rapport au suffrage des femmes. Maurice Duplessis est aussi imbu d'une conception conservatrice de l'action des femmes dans la société. Le point tournant du vote des femmes, c'est le congrès libéral de 1938, libéral provincial au Palais Montcalm. On a fait un nouveau programme. Mme Casgrain était déléguée de la Fédération des femmes libérales canadiennes. Et puis là, elle a présenté une motion pour inclure le droit de vote dans le programme libéral provincial. Et puis Ernest Lapointe, comme tous les autres ministres et députés fédéraux, les deux ailes du parti étaient présentes, Ernest Lapointe prononce un grand discours favorable au droit de vote des femmes. En tout cas, ça a été approuvé à l'unanimité au Congrès libéral de 1938. À la fin de septembre 1939, Maurice Duplessis annonce des élections pour le 25 octobre. Mme Casgrain fait campagne pour les libéraux. Puis à la fin de la campagne, Godbout est élu. Elle lui a envoyé un télégramme. « Est-ce que vous allez respecter votre parole? » Godbout dit que ça va être la première loi qu'on va voter. Alors, en janvier, la session ouvre, le discours du trône mentionne le droit de vote pour les femmes. Là, il y a quelqu'un qui se lève, qui n'est pas loin du Parlement, c'est le cardinal Villeneuve. Il n'est pas bien grand, il a besoin de se lever bien droit. Et puis, il se prononce publiquement contre le droit de vote des femmes. Nous ne sommes pas favorables au suffrage politique féminin. Premièrement, parce qu'il va à l'encontre de l'unité et de la hiérarchie familiale. Deuxièmement, parce que son exercice expose la femme à toutes les passions et toutes les aventures de l'électoralisme. Troisièmement, parce qu'en fait, il nous apparaît que les femmes dans la province ne le désirent pas. Et quatrièmement, parce que les réformes sociales, économiques et hygiéniques que l'on avance pour préconiser le droit de suffrage chez les femmes peuvent être aussi bien obtenues grâce à l'influence des organisations féminines en marge de la politique. Le cardinal affronte directement le premier ministre. On savait que Godbout était le responsable du droit de vote des femmes. C'est lui qui présenterait la question. Alors, donc, la situation paraît assez sensible. Puis Maurice Duplessis, qui fait flèche de tout bois, comme on sait, eh bien, le lendemain, il demande à Godbout, est-ce que vous allez voter quand même le droit de vote des femmes après la déclaration du cardinal? Alors là, Godbout répond, le chef d'opposition doit savoir qu'il y a des gens dans la province qui tiennent leur parole. Puis je suis de ceux-là. Il a recours à une astuce que moi je trouve géniale. Il va trouver le cardinal archevêque de Québec, Monseigneur Villeneuve, et il lui dit, écoutez, vous savez que je suis un très bon catholique et j'ai un problème de conscience terrible. J'ai promis aux femmes de leur accorder le droit de vote. Et comme catholique, je m'aperçois que vous vous y opposez toujours forcément. Je vois donc que je n'ai d'autres solutions, d'autres alternatives pour moi que de démissionner comme premier ministre de la province de Québec et de céder la place à mon second, à mon bras droit, qui sera Télesphore Damien Bouchard. Alors, Télesphore Damien Bouchard, c'est la bête noire, c'est Satan incarné pour les évêques de la province de Québec. C'est un libéral radical, anticlérical et très libre-penseur, ce qui est un personnage absolument exceptionnel et tout à fait redouté dans la société du temps. Alors, tout de suite, Monseigneur dit, écoutez, ce serait un malheur beaucoup plus grand d'avoir Télesphore Damien Bouchard à la tête de la province. Pour l'avenir de toute la province, vaut mieux que les femmes votent et puis je vous absous de votre problème de conscience. Comme par enchantement, au cours des jours suivants, les violentes objections au projet de loi se font de plus en plus rares. De sorte que, en avril 1940, ces messieurs du Salon de la race donnent leur accord au projet de loi Godbout.
Il n'était pas trop tôt. Le Québec est la dernière province à rendre leur droit de vote aux femmes. La plupart sont allées voter et, ingrates, elles ont reporté au pouvoir Maurice Duplessis en 1944, au lieu de reporter au pouvoir celui qui leur avait donné le droit de vote, M. Adélard Godbout. Quand on examine les différentes dates où le droit de vote a été accordé dans les différents pays ou dans les différentes provinces, il ne faut jamais penser que ceux qui le donnent plus tôt sont plus avant-gardistes que ceux qui le donnent plus tard. Ce n'est pas ça la logique. C'est le contexte de chaque pays qui peut l'expliquer. Et moi, je ne suis pas d'accord du tout quand on dit le Québec est en retard. Le Québec n'est pas en retard. Il a une situation politique donnée et l'analyse politique que les élites font de maintenir leur distinction par rapport à l'ensemble du Canada, c'est de conserver le droit civil, et le droit civil rend les femmes complètement dépendantes de leur père ou de leur mari. L'instruction des filles au Québec est beaucoup moins développée que dans le reste du Canada. L'accès aux professions leur a été fermé pendant très longtemps. Les femmes peuvent être médecins seulement depuis 1932, avocates depuis 1940, notaires depuis 1954, bon, etc. Par conséquent, il n'y a pas un noyau de femmes assez instruites et assez conscientisées pour être élues. En ce mois d'avril 1940, les femmes n'ont pas obtenu que le droit de vote, mais aussi celui d'éligibilité. Pourtant, il faudra plus de 20 ans avant qu'une femme soit élue à l'Assemblée nationale. Les Québécoises votent pour la première fois au provincial en 1944 et il faut attendre 1961 pour que Claire Kirkland-Casgrain soit élue dans le comté de Jacques-Cartier sous la bannière du Parti libéral. Mon père, Charles-Aimé Kirkland, a été élu député en 1939. J'avais alors 14 ans. Et comme j'étais enfant unique, j'étais très près de mes parents, très près de lui, et j'ai commencé à l'accompagner dans les campagnes électorales. Souvent, quand il y avait des réunions, maman et moi y allions. Et il était député du deuxième comté le plus populeux de la province, sur l'île de Montréal, toute la partie ouest de l'île de Montréal. Et par la force des circonstances, j'entendais beaucoup parler de politique, alors ça m'intéressait. J'ai fait mes études de droit à McGill et j'ai commencé à pratiquer le droit. Et quand mon père est décédé, ses organisateurs voulaient beaucoup que je lui succède comme candidate. C'est une élection partielle qui devait avoir lieu à l'automne de 1961, après le décès de mon père. Quand j'ai été assermentée comme député et ministre, la formule d'assermentation était au masculin. Tout était au masculin. Alors, je féminisais au fur et à mesure que je lisais la formule d'assermentation. C'est maintenant que nous deviendrons maîtres chez nous. Et à l'élection générale de 1962, il y avait 130 000 voteurs. J'avais reçu 90 000 voix, dont 60 de majorité. C'était une des plus grandes majorités qui s'était jamais vue dans la province. J'ai été très bien reçue par les ministres, mes collègues, et les députés libéraux dans l'ensemble. Beaucoup moins bien par certains députés de l'opposition. Quand je me levais pour parler à l'Assemblée législative, comme ça s'appelait, et que j'étais assez, comment je dirais, entreprenante et mordante, ben, celui-là me parlait de... Je devais être dans une période du mois difficile, mais il le disait d'une façon beaucoup plus grossière. Alors, aussi, j'ai été l'objet de caricatures, et il y en a certaines qui étaient loin d'être agréables. Mais il reste que je ne me préoccupais pas de cela. Je travaillais très, très fort. Surtout ayant une famille, il fallait que j'essaie de partager mon temps. Et moi, ce qui m'avait frappé quand j'ai étudié le droit, c'est ce code civil qui ne donnait aucune capacité juridique à la femme mariée. La femme, à l'époque, lorsqu'elle devenait majeure, avait toutes les capacités juridiques possibles. Elle pouvait acheter une propriété seule, elle pouvait poser des gestes juridiques seule. Mais à partir du moment du mariage, elle ne pouvait plus le faire pour donner une valeur certaine
au document qu'elle signait, il fallait que le mari signe également pour l'autoriser. Ah, je trouvais ça une injustice incroyable. Et tout le monde sait maintenant que c'est grâce à l'action de notre première députée, Claire Kirkland-Casgrain, que le Code civil de la province de Québec a été amendé sur le plan du statut légal des femmes mariées. Monsieur Lesage avait fondé la commission de révision du Code civil, qui était présidée par un grand juriste, André Nadeau. Et moi, je le connaissais très bien, c'est même un ami, et je lui avais suggéré qu'un des points importants sur lequel travailler devait être l'amélioration des droits de la femme mariée. Et ceci m'a aidé à pouvoir présenter des articles de loi qui amenderaient ceux qui existaient déjà et qui donneraient éventuellement la capacité juridique à la femme mariée. Cette loi-là est devenue en vigueur le 1er juillet 1964. Ça faisait déjà plus de 10 ans ou 10 ans que j'étais en politique. Et M. Bourassa quittait la province. Et lorsqu'il quittait la province, il devait toujours nommer un premier ministre par intérim. Et cette fois, il quittait pour quelques jours et j'ai été celle qui a été choisie pour être premier ministre par intérim. Et les journaux en ont fait beaucoup y ont donné beaucoup d'importance. En 1973, Lise Bacon est aussi élue à l'Assemblée nationale. Alors, on a été quand même des pionnières, là. Il faut penser ça, et c'était pas facile à l'époque. J'ai eu moins de problèmes quand j'étais seule avec les hommes, parce que, en 73-76, parce que les gens ne s'attendaient pas à ce que je leur nuise. Depuis qu'il y a des femmes en politique, la réflexion s'est beaucoup approfondie sur, justement, le partage du pouvoir entre les hommes et les femmes. Et la majorité des femmes qui entrent en politique, elles n'entrent pas en politique pour la cause des femmes. Elles veulent servir l'ensemble de la population et elles savent que c'est ce qu'elles doivent faire. Mais par contre, elles peuvent arriver avec des idées différentes et un éventail de priorités peut-être un peu différents. Si une femme est seule, elle ne peut pas rien faire. Mais quand elles sont plus nombreuses, bien, c'est plus facile de faire passer un certain nombre de choses. Je pense que les pourcentages où nous sommes en ce moment au Québec permettent effectivement à un certain nombre de politiques de passer peut-être plus facilement. Je pense à l'équité salariale. Enfin, la loi a été votée, mais l'application, c'est une autre chose, mais au moins, le principe a été voté. Il y a quand même 23 % de femmes députées. On peut s'en réjouir. Ça a progressé, mais il reste que ça progresse quand même à un rythme assez lent. Hein? On a progressé de 22 % en 36 ans, donc je pense que les hommes n'ont pas à se sentir menacés. Le Parti québécois a cette tradition d'avoir fait une plus large place aux femmes en politique, au cabinet, ou même au conseil là, des priorités. Mais dans toutes les analyses qui ont été faites des sphères du pouvoir, on observe ce qu'on a appelé le plafond de verre. Au-delà duquel, après 20-25 %, là, on commence à considérer que ça devient dangereux parce que ça peut influencer suffisamment le pouvoir établi pour modifier dans un sens qui serait davantage favorable aux femmes. Et c'est extrêmement difficile de franchir ce pourcentage-là. C'est extrêmement difficile. Les femmes, comme dans toute autre carrière, hésitent bien souvent entre leur carrière et aussi le rôle de mère. J'allais à Québec et puis des fois je prenais l'avion, pas l'avion du gouvernement, l'avion commercial pour venir souper avec mes enfants. Et le lendemain matin, je retournais pour être au Parlement, pour pouvoir siéger. Il faut avoir un réseau, un bon réseau autour de soi. D'abord, ça prend un conjoint lorsque tu as des enfants, parce que j'ai 2 jeunes enfants, qui a compris qu'il était nécessaire de travailler en équipe pour concilier travail-famille. Ça prend des amis, des membres de ta famille qui t'aident. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai quelqu'un qui achète mes vêtements pour moi, une belle-sœur, une magasine, elle apporte des choses. Ma famille qui est près de moi aussi pour les enfants facilite les choses. Alors, c'est possible, mais il faut avoir un bon réseau. Et à l'accession à des femmes à des postes de pouvoir et de décision, résultant de l'acharnement et de la détermination de plusieurs générations de femmes. Disons qu'il y a des sujets qui intéressent plus les femmes que les hommes. Mais c'est le vécu qui change le tout. Et le vécu des femmes est loin d'être celui des hommes. Alors, c'est très différent. Et on est peut-être plus porté à protéger la veuve et l'orphelin
nos yeux de femmes font en sorte qu'on ne voit pas nécessairement les gens de la même façon. Une femme va voir les choses différemment parce que nous sommes différentes des hommes. Les femmes apportent beaucoup de temps à la préparation de leur dossier, des objectifs qu'ils veulent défendre, des projets qu'ils doivent présenter. Nous sommes davantage portés à régler des différends par la concertation, aller chercher des consensus, beaucoup de conciliation. Les dossiers sont abordés différemment et ils sont abordés avec une sensibilité différente. Et c'est les deux sensibilités qui font que, finalement, la vision de dossier, elle est complète. La critique envers les femmes en politique est toujours plus sévère parce qu'on leur reproche tout et jamais on fait la part des choses. Moi, je me souviens, même quand je me suis présentée à la première élection, j'avais 38 ans, et puis dans mon porte-à-porte, on me disait « Mais vous êtes bien trop jeune pour faire de la politique. » Alors qu'on n'aurait jamais dit ça à un homme de 38 ans. Grâce à un gouvernement responsable, en qui les Québécois pouvaient avoir confiance. Une femme va prononcer une phrase qui n'est pas acceptable, disons, politiquement à son parti. Elle va en entendre parler longtemps à son caucus. Un homme va faire la même chose. On va peut-être lui le laisser tranquille après juste s'être expliqué. On remarque encore des petits qualificatifs, des commentaires plutôt péjoratifs, parfois plus sur l'apparence. Nous allons communiquer maintenant ensemble entre provinces. Pour une femme, l'image, c'est beaucoup plus important. Et donc, l'opinion peut être plus dure. On a des collègues qui sont rassurés eux-mêmes, qui sont des gens qui ont de maturité, qui acceptent les femmes. Il y en a d'autres moins. Je vous dirais que les jeunes hommes qui, eux aussi, font de la politique, dans leur environnement, ils ont côtoyé des femmes, peu importe, que ce soit au niveau de leurs études, au niveau de leur environnement étudiant, dans leur milieu de jeu. Alors pour eux, c'est plus évident qu'il y ait des femmes. Je pense que c'est évident qu'un jour, on va arriver à plus ou moins brève échéance à une égalité, à peu près, là, au niveau des hommes et des femmes. Il reste encore du travail à faire parce que nous ne sommes pas représentatifs de l'ensemble de la population. 52 % de la population sont des femmes et nous, au sein de l'exécutif, la députation, nous sommes 22 % puis au sein de l'exécutif, nous sommes 33 %. C'est quand même remarquable avec une période qui est quand même courte. Que ce triomphe constituera un exemple à suivre pour la relève, Mme la Présidente. La conquête du pouvoir par les femmes va venir en autant que les femmes s'y intéressent et que les femmes briguent les instances politiques, ce qui n'est pas toujours le cas. Il y a encore des gens qui ont de la difficulté à accepter qu'il y ait davantage de femmes qui occupent des postes de pouvoir, parce que forcément, plus il y a de femmes, moins il y a d'hommes. Je pense que les jeunes femmes vont choisir des carrières, dont la carrière politique, où elles vont pouvoir avoir une place beaucoup plus importante que ce qu'on a vu dans le passé. Et Dieu sait si les femmes sont compétentes de nos jours. Alors, encore une fois, c'est une question, ce n'est plus une question de temps maintenant, c'est une question de volonté. Puis les femmes vont contribuer, j'en suis convaincue, à rapprocher les citoyens de leurs élus. De dire l'homme et la femme sont égaux, donc ils doivent avoir des droits égaux, ça nous semble évident aujourd'hui. Pour l'époque, c'est des arguments qui ne passaient même pas. Il faut voir qu'à l'époque aussi, la femme n'avait pas dans le Code civil de droit au niveau juridique, elle était considérée comme des enfants ou des êtres inaptes, un peu comme les malades mentaux. Si c'était pas pour ce bref règne de M. Godbout et le Parti libéral, on peut se demander si les femmes auraient eu le droit de vote avant 1960. Étant la seule femme députée au Québec, je voulais être prudente, je voulais pas gâter la voie pour celle qui me succéderait. J'étais souvent inquiète de faire des erreurs ou de trop m'exprimer sur certains sujets. Votez pour moi, ne votez pas pour moi, mais exercez votre droit de vote. Parce que, encore une fois, il y a des gens qui meurent pour ce droit-là. Et c'est un privilège extraordinaire de pouvoir participer aux décisions. Il faut aussi qu'il y ait cette intervention aussi je dirais, de l'État, dans un premier temps, pour soutenir les femmes dans les postes de décision. Parce que c'est un beau métier de représenter les gens. C'est difficile, c'est exigeant, ça demande beaucoup de travail, mais en même temps, c'est un grand privilège que lorsque des gens te choisissent pour les représenter.